Vous ne rêvez pas, The Boys are back! Bienvenue au petit paquet! Oh Dieu Seigneur, j'y croyais plus. Pour la première fois depuis 6 mois, je pense, les boys. Quand est-ce qu'on a Puis arrêté? WrestleMania, me semble. Je suis même pas, je pense qu'on n'a même pas fait de retour sur WrestleMania. Je pense que c'était juste avant WrestleMania, peut-être le dernier épisode qu'on a fait. Parce qu'on a tous écouté WrestleMania, on l'a tous enjoyé en plus. Mais C'est je vrai. pense que collectivement, ça a été comme la fin. Moi, le lendemain de WrestleMania, c'était comme OK, that's it. J'ai comme Mm. besoin d'un break. J'ai pas envie d'écouter Raw. Cet univers-là sans foule me, me désole beaucoup. Fait C'était en que début du confinement aussi. Disons qu'on avait d'autres préoccupations liées à la exactement. vie en général, comme des stress professionnels, ce qui faisait en sorte aussi que, ben, c'est ça, la lutte s'est passée au second plan. WrestleMania, tu sais, je veux dire, si ça n'avait pas été WrestleMania, je suis même pas sûr que j'aurais regardé ce spectacle de lutte-là, parce que bon, on était même avant qu'il commence à y avoir des fans, entre guillemets, au Performance Center, là, des fans qui étaient des lutteurs en formation, là. Ouais. Donc, c'était vraiment très, très glauque comme ambiance. Et puis, c'est ça, ça m'a vraiment fait déconnecter, mais en même temps, ça a fait du bien. Je pense que ça faisait longtemps que je me disais, écoute, la lutte, là, on l'écoute, puis chaque fois qu'on en parle, on passe plus de temps à chialer qu'à insister sur les choses qu'on aime. Je me demandais, est-ce que j'aime encore ça, la lutte? Et puis, ben là, cette petite pause-là de quelques mois, je pense qu'elle a fait du bien et je ressens tranquillement l'intérêt de la lutte remonter en moi. Parce que là, on est arrivé à SummerSlam, les trois ensemble, notre premier. Moi, j'avais un petit peu recommencé à écouter All Elite avec ma fille, mais OK. rien, absolument rien du côté de la WWE. Ça a été notre retour en même temps, tout le monde Oui. ensemble avec SummerSlam, puis on Mhm. l'a enjoyé tous les trois. C'est vrai. C'était quand même divertissant. Tu sais, oui, la pause a été salutaire. Et je pense qu'objectivement, c'était juste un bon SummerSlam dans les circonstances. Là, évidemment, Ouais. il n'y avait pas le stade, il n'y avait pas toutes les pétarades autour, mais en termes de lutte, on pouvait être servi à ce niveau-là. Mais je pense que Mathieu a mis le doigt sur quelque chose. Le fait d'arrêter aussi longtemps, ça a fait qu'on est revenu à notre rythme. Tu sais, moi, avant SummerSlam, j'avais jeté un coup d'œil au Thunderdome de SmackDown, voir c'était quoi cette nouvelle patente-là, mais je suis Mhm. peut-être plus loin de Raw, loin de SmackDown, loin d'All Elite, même loin de la New Japan. Officiellement, là, j'ai passé le plus proche de la lutte que j'ai regardé cet été, c'est genre le film sur David Arquette, OK, qui sont ouais. retours à la lutte. Et j'ai Mhm. écouté Dark Side of the Ring sur Crave, donc j'ai été en périphérie de la lutte. Mais Mhm. SummerSlam, ça a été mon retour à je m'assois, je regarde 3 heures et demie de combat en continu, en Mhm. mangeant beaucoup de choses. Ben oui, Et Stéphane, qui nous a reçus comme des rois. Puis c'est sa blonde, Une, on s'entend qu'il nous a fait à manger, là, ouais, mais c'est une elle l'autre. déception, par exemple, je m'attendais à de la croustade aux pêches. Je n'ai pas eu droit à la croustade aux pêches. Il a fallu que je m'en fasse moi-même la semaine d'après. Puis là, je me suis dit, hey, je les invite dessus pour qu'on déguste ensemble une croustade aux pêches. Ben, fuck you, guys. La dernière Hey, fois que j'en ai fait, vous ne l'avez pas hey, apprécié. j'en Fait que je veux l'ai pas de mangé au complet tout seul. ton maudit dessert aux fruits, là, fuck off. c'est toi le pusher de croustade dans la place. Moi, je compte les Écoute, c'est un titre dont je m'enorgueillis, ça, pocheur et de voilà. croustade. Hey, justement, t'en as glissé un mot, Stéphane. Le Thunderdome, ça a Mhm. fait beaucoup jaser. Il y a plein de gens qui trouvent ça ridicule. Il y a plein de gens qui apprécient l'expérience. À la base, ça ramène quelque chose qui nous rapproche de la lutte, c'est-à-dire un contact avec les fans. On a aussi commencé à piper in un peu de son de foule, puis ça aide beaucoup le produit. On s'entend que de la lutte dans le silence, c'est rough, là. Visuellement, en fait, surtout, ça aide le produit. Ça permet d'avoir des beaux plans qui nous rappellent c'est ce qu'on connaissait quand on a commencé à s'intéresser à la lutte. Cela dit, après l'enthousiasme initial, je ne sais pas que j'ai décroché, mais quand j'ai Ah ouais? réalisé que le son qu'on entend, c'est une espèce de loop juste de Oui. bruit d'ambiance, et c'est pas les sons des gens, mais en même temps, après ça, en y passant, je me suis dit, ouais, mais il n'y a pas de façon à la fois technique et même concrète pour faire en sorte que chaque micro des gens qui participent au Thunderdome soit Ben non. mixé ensemble et que ça fasse qu'il y ait des chants. Donc, c'est
c'est une solution de rechange qui est satisfaisante. C'est pas merveilleux, mais j'avoue que ça contribue encore de plus en plus à me réintéresser à la lutte. Quoique, on aura l'occasion de parler de AEW tout à l'heure avec soit All Out, mais même leurs émissions hebdomadaires. Et eux, c'est peut-être en raison de l'emplacement qu'ils ont sur le côté d'un stade. Il y a beaucoup d'espace, même si en extérieur, semi-extérieur pour faire leur spectacle. Ça leur permet d'accueillir des gens. Et je trouve que de ce qui s'est... la gestion de la foule du côté de AEW, c'est plus intéressant, c'est plus organique que ce à quoi on a droit avec la WWE. C'est bien gadget, ils sont bien gros dans les gadgets WWE, puis technologiquement, oui, c'est intéressant, mais en même temps aussi, je ne sais pas à quel point c'est vraiment révolutionnaire, parce que j'ai pogné l'autre fois une game de basketball à NBA, ça ressemble un petit peu à ça, qu'est-ce qu'ils font comme concept. C'est ça. C'est essentiellement la même chose, sauf qu'on dirait que la WWE l'utilise pour... Le Thunderdome est comme une bulle dans laquelle la lutte existe, mais la E est en train de se faire une bulle médiatique autour d'elle aussi parce que, tu l'as dit, les sons sont fournis par la WWE, c'est du son ambiant. On va dire aux gens qui encourager et qui huer. Il y a comme des notifications dans tes... C'est vrai? Quand t'es le spectateur, disons quand Randy Orton arrivait, ça disait d'avoir des réactions négatives. Quand c'était Drew, d'avoir des réactions positives. Donc, il fit... Dans le fond, c'est la première fois depuis avant le Raw, quasiment, qu'ils ont l'occasion de dicter comment le public va réagir à ce qu'ils nous donnent. Et c'est ce que la WWE veut faire depuis toujours. C'est ça. Fait que là, il n'y a plus de... On va huer Roman Reigns au Royal Rumble, ça ne marchera plus parce qu'ils vont décider du son, ils vont décider d'afficher qui fait les huées, qui fait les thumbs down sur peu importe qui est là. Donc, tu sais, c'est un beau gadget. On a l'impression d'être de plus en plus impliqués avec ça, mais c'est carrément l'inverse. C'est eux autres sont de plus en plus hermétiques à ce qui se passe à l'extérieur et ça va devenir une thématique parce que dans la foulée, on a aussi vu Vince McMahon s'attaquer aux réseaux sociaux. C'est ça, là, je m'en allais te lancer là avec l'annonce des third-party deals qu'on demande à tous les lutteurs d'arrêter. Fait que le Thunderdome est comme l'espèce de de démonstration physique que la WWE est une bête à part entière à l'extérieur du monde de la lutte et veut faire son langage, son mode de divertissement et éventuellement, probablement, des partenariats commerciaux ça sera même plus de la lutte, ça va juste être une grosse bébite qui ressemble à de la lutte, qui se promène tout seul dans son coin, alors que les All Elite de ce monde font autre chose. Surtout que, on s'entend que cette période de confinement, du moins on l'espère, ne durera pas pour l'éternité. Dans quelques mois, peut-être une année ou deux, on va revenir à une espèce de normalité pré-COVID. Sauf que selon les rapports auxquels on a droit, la WWE n'a jamais fait autant d'argent que dans les derniers mois parce qu'ils n'ont pas de dépenses, justement, de voyagement sur la route. Et donc, c'est certain que là, en ayant mis en place cette espèce de nouveau setup-là, là, ils sont dans un aréna, en fait, là, qui loue, là, un aréna de basketball, je pense, ou je ne sais plus exactement. C'est la Movie Center, c'est Orlando? C'est l'aréna du Match, il me semble, qui se font l'eau parce qu'il n'y avait rien dedans. Là. C'est ça, mais là, ils sont dans un aréna, mais c'est sûr que dans les têtes dirigeantes de la WWE, ils sont en train d'envisager s'acheter un entrepôt en quelque part, puis transformer en studio pour justement continuer cette façon-là. Parce que s'il y a bien une chose qu'on a réalisé au cours des dernières années, c'est que la WWE est à l'argent avant toute chose. C'est ça qui fait la différence dans leurs décisions. Donc, s'ils réalisent que les fans continuent d'être, disons... de répondre à l'appel, moi, je pense que la WWE pourrait nous offrir ça pour, peut-être pas pour l'éternité, mais pour plusieurs années encore. Moi, je ne crois pas parce que il y a un impact avec les fans, probablement, il y a un impact avec les gates. Je ne te dis pas qu'ils ne pourraient pas arrêter de voyager pour sauver de l'argent, mais en même temps, ils veulent tellement être gros, ils vont continuer. Moi, je pense que dès qu'ils vont pouvoir, la machine va repartir, ils vont continuer à se promener. Ils veulent avoir des fans. On l'a vu, l'impact que ça a des fans à All Out, parce qu'All Out avait des vrais partisans dans les estrades pour la première fois depuis un bout. Puis la face de Chris Jericho quand il est rentré dans le ring, puis quand les fans chantaient la chanson, ça valait tout dire. C'était pas un sourire qui était une gimmick, c'était un « Asti que je suis content de vous entendre puis que vous soyez là ». Même si vous êtes pas beaucoup, vous êtes moins que ce qu'on voudrait.
la lutte a besoin des partisans dans les estrades. Mm-hmm. Ça fait partie prenante du spectacle. Puis moi, Il y j'ai a de la le même misère gars à qui a croire essayé de sauter sur John Moxley. Ouais, mais ça, c'est Non, parce qu'il y a des non. tatas. Ça, c'est hallucinant. Tu sais, tu dis, on est dans une situation où présentement, là, être présent à un show de lutte, il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent faire ça. Là. Surtout que, tu Mhm. sais, All Elite, mettons, ils mettent un certain nombre de places, c'est très limité. Ça a dû être difficile d'avoir des billets. Toi, tu payes, tu viens peut-être pas de la Floride, tu payes ton billet, tu t'en vas jusqu'en Floride. Tout ça pour essayer de toucher à John Moxley puis te faire crisser dehors puis pas pouvoir voir le main event. Ah, c'est que le monde sont tata des fois. Ouais, Hein. mais les gens ne changeront pas. Pandémie ou pas, t'en as toujours Ouais. une couple d'un peu zurlu-berlu qui vont faire le show, mais pour ce qui est de remettre du monde en foule, tu sais, comme on n'est pas proche d'une vaccination et tout ça, je pense que l'argent va parler fort aussi. Puis avoir des spectateurs à la lutte pourrait devenir événementiel au lieu d'être automatique. Mm-hmm. Puis aussi, Donc, tu sais, en voyant la foule de All Elite, où, bon, là, il y a des règlements pour s'assurer d'une distanciation, donc il y a moins de billets à vendre, ben ça crée en même temps une espèce d'exclusivité. Donc, tu sais, ils pourraient probablement vendre leurs billets vraiment plus cher. Puis pas faire exactement le même argent qu'ils faisaient auparavant en remplissant la place, mais ils pourraient s'en approcher quand même. Hein. Parce que ben, vous sous-estimez aussi l'impact des concessions dans les ouais, arénas. Puis, tu sais, Ouais. moi, j'ai de la misère à croire qu'ils vont rester dans le mode Thunderdome actuel plus longtemps que nécessaire. Moi, je pense que dès que l'opportunité va être là, dès que les règlements, là, ça recommence les fans tranquillement. la NFL va dicter le ton. Roland Garros vient d'annoncer C'est qu'il vrai. faisait le tournoi avec des fans. Il sépare le site en 3 bulles. Puis c'est 5000, 5000, puis 1500, je pense. En tout cas, peu importe. C'est pas important, mais ça revient, là. Parce qu'au-delà au-delà des fédérations, il y a toujours aussi l'aspect économie, entre guillemets, là, des gens qui vivent de ça, les concessions, puis toute la marchandise, puis tout ça. C'est vrai que l'argent de la marchandise, ça va en bonne partie aux lutteurs. Ça, il doit y avoir Ouais. une grosse baisse de vente. Il y en a bon, sur la boutique en ligne, c'est certain, mais j'ai l'impression quand même que l'essentiel des ventes de marchandises, c'était dans les shows ambulants. Donc, ça, les lutteurs doivent le sentir dans leur portefeuille. Et si, en plus, ils se font couper d'autres sources de revenus avec voilà, leur participation à Twitch, notamment Cameo, etc., il doit commencer à avoir de la grogne peut-être. Ça, tu l'as flatté tantôt un peu ce sujet-là. Là. Quel move de. Je sais même pas d'adjectif. C'est. Ouais, mais là, la position s'est adoucie. Là. Au début, on pensait qu'ils voulaient rien savoir pantoute. Puis là, ça a l'air que la position officielle, c'est pas d'empêcher les talents d'aller sur d'autres plateformes, c'est d'empêcher les talents d'aller en gimmick sur d'autres plateformes. Mm-hmm. Fait que Xavier Woods pourrait continuer à être Austin Creed sur YouTube, genre, mais pas Xavier Woods va à un podcast de whatever. Je pense qu'ils essayent de vraiment séparer tout ce qui appartient à la WWE, ça va rester sur leur plateforme, comme quand ils ont essayé c'était quoi leur affaire qui ressemblait à Twitter, mais qui n'était pas Twitter, là, en vidéo, là, à un moment donné, à chaque fois qu'il y avait des trucs en vidéo, ils poussaient une application que personne n'a jamais utilisée. Ever, c'était Zoot. Là, t'as deux faces de gars qui font comme de quoi tu parles? C'est la preuve que c'est absolument ridicule, mais c'était un petit peu avant le network, au début du network, à chaque fois qu'il y avait un fait saillant ou une reprise, c'était commandité par un truc de médias sociaux que j'ai oublié parce que ça n'a jamais levé. C'était pas Zoot, c'était Loop, point à même. Mais tu sais, ils veulent tout le temps avoir leur players vidéo, leur Gugus. C'est ça, c'est encore là, c'est du control freak, c'est de vouloir tout contrôler, c'est de ne pas vouloir que les lutteurs réussissent à se mettre over par eux-mêmes. On dirait qu'on ne veut plus que les Zack Ryder, comme quand il est venu super over à cause de ce qu'il faisait sur Internet il y a quelques années, Rusev Day, qu'on ne veut plus que ça arrive, ça, les lutteurs qui deviennent over par eux-mêmes quand c'est pas ça qu'ils veulent. Tu sais, ça a été une anecdote intéressante qui est sortie pendant le confinement. Rusev qui a dit en entrevue que quand il demandait comme pourquoi on ne pousse pas plus loin avec Rusev Day, il se faisait répondre, tu comprends pas, les gens ils rient de toi. C'est comme non, il rit pas de moi, la marchandise avant tout. C'est comme il devait pas en avoir assez de produits. Tu sais, c'était comme
on voulait la pas, mauvaise foi. on voulait pas de Rusev Day dans les hautes sphères de la WWE. C'est hallucinant quand même. Alors C'est que plate c'était parce que dehors dans Ben c'est oui, plate parce que moi, je trouve que c'est une des beautés de la lutte quand il y a des lutteurs qui, de façon organique, par exactement. eux-mêmes, par la qualité de leur travail, réussissent justement à forcer la main de la direction pour les mettre à l'avant-plan. C'est ce que je recherche moi-même comme histoire. C'est un peu d'authenticité dans le produit qui, on le sait, est scénarisé d'avance, mais tu sais, ce qui fait en sorte qu'on continue d'écouter, c'est Ben, pas c'est ces la traces magie. d'authenticité-là. C'est la magie du Alors là, Rise de si on Daniel enlève ça, Bryan, tu sais, c'est ça. ben, c'est ça, exact. Qui a commencé d'une manière organique, qui après ça a été embrassé par la machine, puis que là, on a continué à travailler dans cet angle-là, mais au début, la WWE avait aucun plan pour Daniel Bryan. C'est la foule qui a. absolument pas. Fait que, c'est ça, effectivement, c'est plate qu'on refuse d'écouter la foule plus que ça. Sauf que là, écoutez la foule. Ouais. Roman Reigns est heel maintenant, messieurs. Hey, Roman Reigns est heel. qui aurait cru? Tu sais, je voyais C'est le comme moment quelqu'un. parfait pour. Il n'y a pas de fans. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Puis, Oui, c'est non, puis c'est une bonne idée. Je pense que ça faisait ben oui. longtemps qu'on réclamait ça, puis pas juste nous trois. Là. Beaucoup de monde qui réclamait que Roman Reigns aille dans cette direction-là. Puis, tu sais, c'était arrivé. Tu sais, on avait eu des droits à des petits moments par le passé où tu sais, Roman avait un petit peu plus d'attitude. Puis on disait, ah, il me semble que ça lui fait plus naturellement. Et puis là, ben, on décide d'y aller à pleine vitesse dans cette direction-là. Et non seulement il est méchant, mais il est accompagné par Paul Heyman. Il y a comme beaucoup de choses qui ont changé en l'espace de quelques jours. En fait, je voyais sur Reddit, c'était vendredi soir dernier, il disait, tu sais, qui il y a de cela, genre 3 mois, ou même qui il y a de cela 3 heures, aurait imaginé que le main event du prochain pay-per-view, ça va être Roman Reigns méchant contre Jey Uso pour la ceinture universelle. Qu'est-ce qui se passe présentement? Mais ça, en même temps, on ne peut pas s'en plaindre parce que on s'est souvent plaint, au contraire, que la WWE nous resservait toujours les mêmes histoires avec les mêmes personnes dans les mêmes rôles. Là, c'est quelque chose de différent. Donc, tu sais, ça contribue aussi là, tranquillement à faire en sorte que je recommence à avoir un intérêt pour le produit parce que, bon, j'ai de la curiosité pour ça. Là. Ouais, puis honnêtement, c'est une belle courbe. Tu sais, Reigns, ça a l'air que c'est lui qui l'a demandé. Il voulait revenir heel, il voulait relancer ça sur les nouvelles bases. Puis ça relance Paul Heyman aussi, parce que ça fait 5 ans qu'il fait la même promo tout le temps avec Brock Lesnar. On l'aime toujours, Paul Heyman, mais maintenant, c'est un disque qui saute, là, c'était répétitif. Là, ils ont vraiment mis l'emphase sur OK, non, c'est pas un Paul Heyman guy, c'est Roman Reigns qui remet de la vie dans Paul Heyman puis qui l'a traîné avec lui comme méchant, comme le chef de la tribu à cette heure, là, ou le Tribal Land King, ou je sais pas quoi. Donc, on a 2 angles nouveaux avec 2 personnages familiers, puis ça prenait ça à SmackDown parce que le règne de Braun, complètement oubliable. En fait, j'ai presque rien vu de ça, mais ça m'intéressait pas. T'sais. Ça t'intéressait pas. Le Fiend, ils l'ont brûlé. C'est terminé. Comme ils ont réussi le moyen d'en faire un cartoon à peu près peu intéressant, à moins qu'ils le relancent, là, mais... on parle comme gentil. On parle de lui comme peut-être potentiel top babyface à SmackDown. J'ai bien hâte de voir comment on va se rendre là. J'ai pas tout suivi les développements de SmackDown, mais de ce que je voyais dans le cadre des pay-per-view, j'ai l'impression en plus qu'il se prépare à ce que Alexa Bliss soit à ses côtés. On pensait qu'à SummerSlam, ça serait ça, puis finalement, elle n'a même pas été présente ou impliquée dans le combat. Ils ont tout mis ça sur pause le temps que Roman arrive. Puis... Il me semble qu'on la voyait regarder comme à TV le match, là, puis faire comme... peut-être. Mais ça a l'air qu'elle se transforme tranquillement pas vite en film, je sais pas quoi. Là, regarde. OK. C'est Roman. Ils ont tout gardé pour Roman, puis c'est ça, c'est plate parce qu'encore une fois, ça vient un peu aux dépens d'autres personnes, mais au moins, là, c'est un changement positif. Au dépens de qui, là, je veux dire? Au dépens dans le sens qu'ils ont gaspillé tout le monde pendant 6 mois. C'était de la merde pendant 6 mois, de toute façon. Là, au moins, ça lui permettait de faire un gros point d'exclamation sur la fin d'un été de marde, tu sais, puis en même temps, on le sait, Roman Reigns, ça va y faire du bien. Tous les grands ont passé par là. Ah oui. Sauf John Cena, justement. Exactement. À part Cena, c'est ça, c'est que là, on voulait continuer d'émuler le moule de John Cena, mais là, en même temps, avec plus de fans, là, ce côté-là, de ça prend absolument un ambassadeur, tu sais, là, vraiment super gentil. OK, là, tassons ça un peu, cette histoire-là. Puis Roman, là, ça va l'aider, ça va faire que quand il va revirer Babyface, il va être encore, ça va être encore mieux. Puis c'est ça. C'est ce que ça prenait, je pense, s'ils veulent vraiment
continuer à le pousser jusqu'à la stratosphère. Ouais, puis tu sais, si Roman est le big bad pendant jusqu'à WrestleMania, mettons, ou même plus loin, ben la personne que tu décides de lever pour aller le détrôner éventuellement, ben là, tu peux utiliser ça comme un gros push à soit un de tes nouveaux que tu vois du potentiel ou tu remets Daniel Bryan dans le mix parce que Biggie, baby, it's all about Biggie. Biggie, oui. Hein. Là, c'est ça, c'est Jey Uso ou Jimmy en pâturage pour le premier pay-per-view de Roman, mais ça va en prendre. Tu y feeds une coupe d'affaires pendant 6 mois, 8 mois, puis là, tu gardes quelqu'un en dormance, puis quand t'es prêt, tu lances la machine, puis c'est lui qui y va pour détrôner Roman. Anyway, il n'y a personne qui va y toucher, qu'il soit face, qu'il soit heel. C'est Roman Reigns, la plus grosse vedette de la compagnie. Il est aussi bien de vraiment le rendre intouchable, puis que le monde soit écœuré, comme saturé de ça. Ça va juste faire un meilleur face quand lui va virer, comme Frank disait, puis quand quelqu'un va finalement le battre, ben, tu vas avoir un beau pop là-dessus. Donc, ils ont comme compris que c'était pas compliqué des fois la lutte. Là. C'est ça. Présentement, on a potentiellement 2 lutteurs là, blessés in storyline là, qui viennent de manger des grosses volées. Sasha Banks et Big E, présentement, sont out of action à cause des gestes de leurs adversaires. Puis là, on parle de 2 solides potentiels gagnants du Royal Rumble. Parce que j'espère, si je me permets de sauter justement du côté de Sasha et Bayley, quand ils ont fait le turn cette semaine, super bien fait. Cette histoire-là est quand même le highlight de l'été. Là. C'est quand même ce qu'ils ont fait de mieux pendant je les trouvais tellement bonnes ensemble dans ce que j'ai vu. Là. Exactement. Leur chimie était... ça fait longtemps qu'on les voit ensemble, mais on avait souvent l'impression que en tout cas, ce qu'on leur donnait comme matériel, c'était pas assez bon. Là, maintenant, ils n'allaient pas voir un thérapeute là, d'amitié là, pour c'était pourri là, ça. Mais cet été, quand les deux avaient tout l'art, puis étaient comme arrogantes, baveux, c'était de toute beauté. C'était eux le show. Puis il y a eu des petits beats qui ont été mis tout le long. C'est une histoire qui a été bien construite. Puis c'est une histoire qui, malheureusement, là, avec le retour de Roman, ça va être plus difficile. C'est une histoire qui, selon moi, méritait de main eventer WrestleMania. Je trouvais ça tôt quand ils ont fait le switch là. Moi, je trouve présentement le worst case scénario, entre guillemets, c'est que Sasha revienne tout de suite et qu'il y ait leur affrontement à SummerSlam, à moins qu'on build vers une trilogie qui va se terminer à Mania. Mais je pense que le plan A, le plan idéal, c'est on ne revoit pas Sasha avant un bout, puis elle revient au Rumble, puis elle gagne le Rumble, puis là, Vas-y. Là, en plus, en théorie, ils ne sont pas sur le même brand. Fait que tu as la beauté de les trois séparés. Sasha est Raw, puis Bayley est SmackDown. Parce qu'il était championne individuelle de chaque brand. C'est parce qu'il était championne par équipe qui se promenait dans toutes les shows. Donc, tu sais, techniquement, d'un, ils ont fait le bon move. Il fallait que Bayley reste la heel là-dedans. T'sais, ils ont planté que c'était Sasha la maniganceuse tout ce temps-là, mais c'est Bayley qui a pris le couteau en premier puis qui l'a planté dans le dos de Sasha. Ça, c'était brillant parce que tu brises pas tout ce qu'elle a construit en tant que heel depuis, ça fait quoi, 450 jours qu'elle est championne? Tu sais, comme, elle a une belle construction de règne de championne méchante, tandis que Sasha va pouvoir rebondir. Puis c'est ça, même si elle est juste sur la touche 2-3 semaines, si tu la ramènes juste à Raw, puis qu'elle croise pas Bayley, mais là, ça va juste te prendre un prétexte pour Survivor Series, il y a un match 4 contre 4 de division féminine. Ben là, tu peux les faire affronter, genre Team Captain Sasha contre Team Captain Bayley. Si elle gagne le Rumble, tu peux la remettre d'impact après ça à Bayley. Tu sais, il y a des façons de vraiment étirer ça longtemps. Puis comme Frank dit, soit tu gardes ça pour Mania, un beau blowout, ou tu l'échelonnes en 3-4 chapitres jusqu'à Mania. Mais idéalement, il ne faut pas qu'ils se croisent. Parce que là, tu as Shayna, tu as Nia Jax. Du côté de SmackDown, il y a les autres aspirantes qui vont essayer d'aller détrôner Bayley aussi. Fait que tu peux les tenir occupés un bon bout, puis au besoin, ben là, tu ressors le vidéo package, il s'est passé ça. C'est pour ça qu'ils sont plus championnes par équipe. Tu n'es pas obligé de le peinturer chaque semaine pour qu'on comprenne que c'était bien fait. Là, on laisse ça cooler off. Sasha, tu laisses être blessé en kayfabe pour un mois, peu importe. Tu laisses la poussière retomber, tu laisses Bayley faire sa job de méchante, puis après ça, ben, tu laisses la chance à Sasha de remonter en faveur du public. Donc, tu sais, c'est rare qu'ils le font comme faux, fait qu'il faut le souligner quand ils le font comme faux, parce que les Iconics sont splittés, puis je peux difficilement plus m'entorcher que ça. Donc, moi, je suis triste. Je trouve ça plate, là. Je trouve ça plate, mais il n'y a pas d'intérêt. Ils vont juste disparaître de la TV, puis ils vont finir là. Ouais. Mais en fait, juste le petit détail que j'ai ajouté sur Sasha puis Bayley, j'avoue que sur le coup, quand j'ai vu que c'est Bayley qui s'est reviré contre Sasha,
J'ai eu une petite déception parce que j'ai toujours trouvé que Sacha était meilleure comme méchante que comme gentille. Cela dit, le gros match où ce que Sacha c'est la méchante puis Bayley c'est la gentille, ils l'ont déjà fait à TakeOver Brooklyn il y a de cela une couple d'années. Puis il n'aurait jamais pu faire avec ces alignements-là un match meilleur que celui qu'ils nous avaient déjà donné. Fait que si vraiment leur but c'est de se rebattre un contre un dans un match d'envergure, ben, la seule façon de renouveler la formule, c'est justement d'inverser les rôles. Puis là, ben, ça a été bien fait. Absolument, je suis d'accord avec toi. C'était un match parfait. De toute façon, le premier, celui à TakeOver. Fait que... puis je dois avouer aussi, une des choses qui a beaucoup contribué à raviver mon intérêt pour la lutte, c'est le petit documentaire qu'ils ont fait sur le WWE Network sur justement ce match-là. Oui. C'est toute l'histoire de Sacha puis Bayley. C'est super bon. Je commençais tranquillement à réécouter, puis là, j'ai écouté ça, puis là, genre, je suis retombé dans mes espèces de patterns que j'avais comme les yeux pleins d'eau à certains moments. J'étais comme, est-ce que c'est cool la lutte quand c'est bien fait? Oui. Puis là, ben, le lendemain, j'en réécoutais, puis 2 jours après, j'en réécoutais. Donc, on l'a souvent dit, mais la WWE est souvent meilleur pour faire des documentaires sur ces matchs de lutte que faire les matchs de lutte à la base. Mais si ça fait en sorte que ça nous réinvestit dans le produit, bien tant mieux. Hey, pour en finir avec... Vas-y, excuse-moi. La E, ils ont compris comment faire de la TV. Ça, ils sont excellents là-dedans. Ils font des bons documentaires, de la bonne TV. Puis des fois, la lutte souffre un petit peu. Mais c'est l'équipe technique TV qu'ils ont. Ils sont tout le temps capables de nous faire des vidéos package de 2 minutes qui sont une émotion. La preuve, Amélie devant Dominique Mysterio lors de SummerSlam. C'est que Lara n'en revient pas encore. Là. Je suis sûr que si, là, dans le temps des fêtes, là, sur la boutique en ligne de WWE Network, là, ils font des petits bonhommes pain d'épices accrochés dans le sapin de Noël de Dominique Mysterio. C'est certain que j'en ai un chez nous pour Noël, puis ça va être ma blonde qui va l'avoir commandé à mon dos. Puis là, on l'a skippé, mais parce qu'on n'a pas parlé de SummerSlam en général, mais moi, ça a été mon combat. C'est le combat que j'ai le plus enjoyé de SummerSlam. Ouais, c'est le match entre Dominique et Seth. C'était pas pas un merveilleux match de lutte technique. Et puis même, en voyant ce match-là, j'en suis venu à douter des réelles capacités de Dominic Mysterio dans un ring. Mais là, j'avoue Non, mais tu sais, c'était correct. Mais tu sais, il était là surtout pour manger une volée, puis il a sorti 2-3 moves. Mais là, j'avoue qu'au fil des dernières semaines, on a continué de le voir se battre à un rythme hebdomadaire. Puis à chaque semaine, il a l'air d'être de plus en plus à l'aise. Donc non, finalement, j'ai quand même bon espoir qu'il va réussir à tirer son épingle du jeu. Mais c'était surtout, voilà, le booking du match, l'histoire, avec sa mère qui vient sur le côté, avec Rey Mysterio accroché avec des menottes. Puis tu sais, il faut dire que je pense que c'était 2 semaines avant SummerSlam, le segment à Raw où il s'est fait comme donner la volée de l'année avec des candlesticks. Il avait l'air de Jésus venant de se faire fouetter dans le film de Mel Gibson. Ça contribue à créer quand même une sympathie pour le gars. Là. Donc, c'est du Babyface 101, mais c'est bien fait. Puis, tu sais, on peut pas faire autrement que regarder ce segment-là et se dire, c'était son initiation. Là. Il a montré qu'il était prêt à subir ce que ça prenait, puis maintenant, il est à sa place. Oui, puis début vingtaine, on va le regarder grandir devant nos yeux. Il est capable de suivre un script qui est établi par des vétérans, donc qui apprennent comme ça, puis éventuellement, il fera autre chose. Mais regarde, il était à tous les Raw, je pense, depuis SummerSlam. C'était un main event de Raw lundi soir. Ah oui. Pour en terminer avec la I, il y a aussi là, Brock Lesnar qui apparemment serait free agent. Pensez-vous qu'il y a des chances qu'on le voit popper ailleurs ou c'est juste de la négociation encore? De ce qu'on entend, c'est que c'est la négociation habituelle. Ils n'ont rien à y offrir, fait qu'ils ne sont pas assis avec. Le jour où ils vont en avoir de besoin, ils vont y envoyer un chèque, puis il va décider si oui ou non il le prend. Mais il est plus jeune, le Brock. Il est rendu à quoi? 43, 42, 43? Je sais, mais là, tu as Tony Khan qui l'a encensé aussi dans des entrevues. Est-ce que si on est en l'élite, je veux dire... On parle souvent que le danger dans le lead, c'est de se mettre à ramasser tous les ex-lutteurs de la WWE. Sauf que là, Brock Lesnar, c'est plus que juste un ex. C'est un gros morceau. Brock, c'est le chèque. C'est pas compliqué. Si Tony Khan, il dit « Je te donne 5 millions pour 3 combats », si Vince n'arrive pas et il dit « Fine, je te donne 6 pour le même deal », ben Brock, il va aller à l'élite. Mais je suis pas sûr que Vince va pas matcher. C'est sûr que Vince de Tony Khan. Je pense que ça serait quand même... forcément, Vince est prêt à voir de ses anciens gars aller travailler de l'autre bord, mais je pense que ça serait une humiliation pour lui de voir Brock Lesnar traverser. Fait que je pense qu'on verra jamais ça. Mais il n'y a pas de mauvaise relation de travail. Fait que, à moins que le chèque soit vraiment plus gros, je pense pas qu'il y ait un incitatif non plus à sauter le bateau. Là. Je veux qu'on parle d'All Out qui était en fin de semaine dernière parce que ça a été un bon pay-per-view, plein de choses intéressantes. La première chose, malheureusement, qu'il faut aborder, c'est la situation de Matt Hardy. C'est ce que
Est-ce que c'était une énorme erreur ou une énorme erreur de laisser repartir le combat? C'était une énorme erreur, je pense. C'était legit en 97 de faire ça. Là. C'est fini ce temps-là. En plus qu'ils l'avaient dans l'histoire. Ils l'ont lancé dans la bonne direction puis ils ont comme choqué à mi-chemin. Mm-hmm. C'était fini, là. Comme il était parti, l'arbitre avait callé, c'est terminé, on passe à un autre appel, mais ils ont comme. Je sais pas, ils l'ont laissé aller par orgueil. Les lutteurs ont probablement insisté, laissez-nous faire le finish, ça va, je suis correct. On sait que ces gars-là veulent pas laisser. Ils veulent, c'est leur job, c'est ce qu'ils aiment performer. Ils veulent pas terminer ce qu'ils ont commencé. Mais je veux bien croire, mais le médecin qui a autorisé la reprise du match, je comprends pas où est sa conscience professionnelle. Je veux dire, les moments après, justement, le choc de sa tête contre le béton, là, quand il essaie de se relever, puis c'est Sammy Guevara qui le traîne pour qu'il ne s'effondre pas. Puis, je veux dire, je regardais ça derrière ma main comme ça. Là, c'était... Puis, même les commentateurs étaient comme, OK, là, à un moment donné, ce gars-là a des enfants, là, genre, arrêtez de penser en termes de lutte, là, faites juste arrêter le match. Puis, je pense qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont, surtout peut-être du point de vue des lutteurs, qu'est-ce qui a fait en sorte, d'après moi, qu'ils ont voulu continuer, ben, c'était la stipulation, genre que si Matt Hardy perd le match, ben, sa carrière à la AEW est finie. Mais en même temps, il y avait un bon out avec le fait que le match n'est pas fini, il était juste comme pas capable de le finir pour des raisons de santé évidentes. Aucun fan aurait fait, mettons, s'il avait arrêté ce match-là, puis on avait revu Matt Hardy dans 2 mois, après ça revenir, personne n'aurait fait comme, là, voyons donc, il est censé avoir fini sa carrière parce qu'il a perdu son match. Tout le monde a quand même de la sympathie pour les individus derrière les personnages de lutteurs. Donc, non, je trouvais ça inacceptable que ça reprenne. Puis, tu sais, quand ça a repris, j'avais pas de fun à regarder cette fin de match-là. Là, j'avais juste peur que ça dégénère. En plus, quand il se met à escalader une structure, c'est comme, voyons donc. Il a failli crisser le camp quand il essayait de monter sa structure, Matt. Là. Je comprends qu'il voulait. Ils sont allés au finish, là, je comprends, c'est ça le réflexe quand quelqu'un est blessé. OK, on va au finish puis on essaie de finir ça. Mais Ruby, sa femme, Ruby, je pense. Là, elle les a délités depuis, là, mais elle était en furie après tout le monde, y compris son mari pendant le match sur Twitter. Puis la réponse de Tony Khan m'a un peu déçu. Je trouve que je pense que c'était une occasion d'acknowledger l'erreur, de dire comme ouais, OK, dans les circonstances, les gars, on n'aurait peut-être pas dû. Puis après ça, il y a comme non, il n'y a pas de commotion, mais pendant ce temps-là, il est à l'hôpital. Puis il sort, puis il est correct, mais clairement, c'était un lutteur qui n'était pas en état de continuer le combat. Ça vient mettre en doute aussi l'autorité des arbitres. Il me semble, si tu veux, que même dans une perspective de kayfabe, tu veux que tes arbitres aient de la crédibilité. Si Aubrey Edwards là, a fait le X, elle arrête le match, ben, elle devrait avoir... Il devrait y avoir personne d'autre que l'autorité de faire reprendre le match. Là. Donc, c'est beaucoup d'erreurs dans la gestion de ce dossier-là. Ouais, ben, je m'en allais un peu à la même place que Mathieu. Ce que ça nous a souligné, c'est un des problèmes qu'on avait un peu peur de la All Elite à la base, dans sa création. C'est que quand tu crées une organisation de lutte par des lutteurs, pour des lutteurs, c'est que dans des cas comme celui-là, il manque une figure corporative / autoritaire qui n'a pas d'enjeu dans le ring, qui va arriver de l'extérieur, qui va dire non, ça arrête là, parce que c'est pas l'arbitre qui va le faire, l'arbitre est géré dans l'histoire, les lutteurs sont investis. Tu sais, on le Tony Khan qui aurait dû faire ça. Ben, Tony Khan, à la limite, n'est pas impliqué directement dans le combat, mais tu sais, à la E, quand c'est un gars-là de NXT, ben, c'est Triple H qui prend ce call-là. Il y a une blessure, il va venir dire à l'arbitre, c'est fini, on s'en va, ciao, bye. Il manque cette figure-là à All Elite. Oui, t'as Cody, t'as les Bucks, t'as Omega, mais quand ils sont occupés dans le gala à organiser leur combat, voir que tout va bien, il manque un Kevin Dunn, par exemple, ou juste quelqu'un qui arrive, qui dit, toi, c'est ici que le Buck arrête, là. Donc, s'il y a un problème, si quelqu'un a à se tourner vers quelqu'un pour avoir une décision, parce que Aubrey Edwards a beau être l'arbitre dans l'histoire, elle n'a strictement aucune autorité. Elle relève de l'information. Elle est là pour être la courroie de transmission dans le combat, mais c'est pas à elle de dire à des lutteurs de 25 ans de métier, fais pas ça, chef. Sauf que si tu as un Arn Anderson, que son rôle va être de gérer tout ça, ben lui, quand il arrive et il dit Matt, c'est assez, c'est fini, ben il n'y a personne qui passe par-dessus Arn Anderson. Tu n'es pas supposé de pouvoir négocier ce détail-là, même si ton lutteur est fâché. Ça te prend une figure d'autorité que le lendemain matin va être capable de s'asseoir avec et dire check, c'était le bon move, je sais que tu es fâché,
on passe à d'autres choses. Mhm. Ils nous ont démontré qu'ils l'avaient pas. Puis là, Tony Khan a comme répondu un peu mollement. Fait que je sais pas s'ils vont l'ajuster, mais ça va probablement se reproduire s'ils n'adressent pas cette situation-là. C'est malheureux parce que c'est dangereux pour les lutteurs en bout de ligne. Là. Surtout que, tu sais, genre, je fais confiance aux lutteurs en général pour protéger leur adversaire, mais quand même, à la AEW, on se bat d'une façon un peu plus intense, un peu plus dangereuse que ce qu'on fait à la WWE, où il y a plus de moves qui sont interdits. Donc, effectivement, c'est le genre de situation qui va se reproduire quand on essaie de jouer la carte de la fédération, qui est un peu plus intense, un peu plus extrême. Il y a plus de dangers qui arrivent. Il y a eu un changement de titre, un nouveau champion par équipe, FTR, qui ont battu Omega et Page. Et là, on semble continuer dans la direction d'une brisure de plus en plus complète de The Elite, parce que là, Omega est parti, il n'était pas content, puis c'était comme de me donner un ultimatum au box, puis j'ai hâte de voir où ça va aller à Dynamite cette semaine. Le cleaner s'en vient. Tant mieux. C'est ça, surtout qu'en marchant vers son VUS à la fin, il a dit I need a good clean, a clean start. Il a comme dit le mot clean deux, trois fois en l'espace de 8 secondes. Ça semblait pas être anodin. Et j'avoue, bon là, plus j'écoute AEW, en fait, là, il faut que je rende à César ce qui lui appartient. Là, c'est un de mes bons amis, Maxime Raymond. Vous avez d'ailleurs, on le salue, c'est un de nos fidèles auditeurs. Il doit être très content qu'on reprenne. C'est lui qui n'arrêtait pas à chaque semaine de me dire regarde, là, pour reprendre la lutte, va du côté de la AEW, c'est systématiquement bon, qu'est-ce qu'ils font. Puis, en fait, je trouvais pas le courage, je trouvais pas le temps en fait, de le faire. Puis là, après avoir regardé ce gars-là, force est d'admettre que ce qu'ils produisent présentement, bon, mis à part l'incident avec Matt Hardy, ça m'intéresse davantage. Donc, j'ai oublié le début de mon point. Je ne me souviens plus comment cette discussion-là avait commencé. Quelque chose à César, mais on ne sait pas quoi. Oui, mais en fait, c'est vrai que ce qui se passe du côté de la AEW, c'est meilleur. Mais je voulais dire ça pour appuyer quelque chose d'autre que j'ai complètement oublié. Donc, tantôt, tu as dit quelque chose, là, puis là, après ça, il y a eu un blanc, puis là, j'étais comme, hostie, c'était à moi embarqué, puis je n'écoutais plus Mathieu, là. Puis, j'ai arrêté de m'écouter moi-même. C'est ça. Écoute, on est trois. On est trois, il faut t'arrêter. C'est pas grave, si tu y repenses, tu nous le diras. Je réécouterai la reprise là, du podcast, puis je continuerai la semaine prochaine. Moxley qui défend son titre. Une fin prévisible, mais en même temps qui était nécessaire. Donc, oui, vas-y, Mathieu, finis ton. J'ai repensé. En fait, c'est ça, c'est que j'ai réalisé, par exemple, dans ce match-là là, de Adam Page puis Kenny Omega contre FTR, si j'avais l'impression qu'il me manquait des informations, par exemple, pour bien comprendre pourquoi ils se chicanaient. Parce que dans le vidéo package qu'ils nous avaient donné avant le match, c'était juste ce qu'on comprenait, le beef qu'il y avait, c'est que genre Adam Page avait accepté une bière de la part de FTR, mais je pense que pour bien comprendre les subtilités, il faut suivre en plus Being the Elite sur YouTube, chose que je n'ai jamais faite. Donc, je ne sais pas si vous seriez en mesure de m'expliquer pourquoi est-ce que Adam Page est à ce point rendu le paria de cette équipe-là. Parce que tu as peut-être manqué des beats dans le vidéo package ou qui n'ont peut-être pas. Parce qu'il y a aussi avec les Young Bucks où pendant le Gauntlet match pour pouvoir affronter les champions. Non, ça remonte aussi à quand FTR s'est blessé, Page a quitté le combat pour aider, je ne sais pas le nouveau nom à FTR. Quelque chose d'Ashwood. Whatever, là, il en a aidé un, il est revenu, puis là après ça, il a aidé, il a fait perdre les Young Bucks dans le Gauntlet match, un peu comme à la demande de FTR, parce que les autres, ils essayaient de l'avoir comme chum, puis là, juste dans l'épisode avant le pay-per-view, ils ont dit, comme on t'a manipulé tout le long, man, on veut pas être ton ami, on voulait juste, tout ça, c'était juste pour pas avoir les Young Bucks d'impact. Fait que là, les Young Bucks l'ont comme kické out de The Elite. Puis là, Omega va être probablement la prochaine étape là, de tout ça. Okay. Ils ont comme établi que Page était un peu le maillon faible à cause qu'il boit, à cause qu'il aime ça faire le party. D'ailleurs, les super d'Hangman Page, c'est les plus drôles à All Elite. C'est clair. Doesn't even care what la présentation dit. Fait que c'est de même qu'ils ont isolé Page de The Elite, sauf que de la façon que Omega est en train de flipper,
il est pas en train de flipper avec les Young Bucks contre Page. Il est juste en train de flipper contre tout le monde parce que même les Bucks, ils tapent ses nerfs de la façon que c'est présenté là. C'est que là, tout le monde perd autour de lui. Tout le monde est un maillon faible. Puis je pense que s'ils vont ressortir le cleaner, ça va être je vais juste I got this. J'ai pas besoin de personne. Puis on dirait que c'est ça qu'ils sont en train d'établir. C'est que là, tout le monde perd dans The Elite. Puis pour Omega, ça passe pas. Tandis que pour les autres, c'est comme plus rocailleux. Fait qu'ils vont peut-être faire un Page Box sur le side, puis un Omega contre tout le monde ailleurs, parce que c'est les indices qu'ils nous donnent. Puis ça va faire du bien aussi de juste séparer tout ce monde-là, parce qu'ils sont tout le temps ensemble. Donc. Puis plus ça va, plus on se rapproche de la prophétie qui avait été faite sur Twitter il y a cela, genre 4 ou 5 ans, quand The Revival avait dit un jour Revival contre les Young Bucks, genre Bokit, ça s'en vient. Et là, on est à quelques semaines de voir ça, là, je pense. Prochain pay-per-view dans le lead, ça va probablement être le combat de championnat par équipe, où ils vont le stretcher pour une shot de plus. Le FTR vont être installés comme champions. On va juste savoir si l'autre rumeur, parce que là, ils ont Tully Blanchard dans leur coin, ils vont-tu le faire ou ils vont pas le faire, les nouveaux Horsemen? Tu sais, il y avait des espèces de murmures de ça. C'est quelque chose qui les intéressait, d'utiliser cette aura-là des Horsemen avec les deux gars d'FTR puis 2 autres membres. Est-ce qu'ils vont aller là ou ils vont juste se contenter d'avoir des bons champions par équipe solides puis jouer la gimmick du best team in the world, là, parce que c'est clairement là qu'ils veulent aller. Et, je sais pas, ça fait du bien à leur division, même si c'était le fun, là, Page puis Omega comme champion par équipe. FTR, ils ont jobé à eux pendant 2 ans et demi. C'est-à-dire qu'à l'UM, c'est les meilleurs champions par équipe d'NXT. Fallait les utiliser à quelque chose. Hein. C'est pour ça que eux contre les Young Bucks, ça va être le. Je veux rien enlever au match auquel on avait eu droit il y a peut-être, je sais pas, 6 mois à peu près. C'était les Young Bucks contre Page puis Omega, qui demeure, je pense, le meilleur match tag team qui a jamais été fait, du moins que moi, j'ai jamais vu. Sauf que faut pas oublier que Page et Omega, c'est pas une équipe à la base. Oui, ils ont une chimie, mais ils travaillent pas nécessairement toujours comme une équipe, alors que là, d'avoir les Young Bucks contre FTR, moi, je pense qu'ils vont être en mesure peut-être de... Ce ne sera pas le même style de match. Peut-être qu'il y aura moins l'aspect émotif, storytelling, qui a donné quand même beaucoup de profondeur au match contre Omega puis Page. Mais en termes de lutte, j'avoue que je suis très, très, très enthousiaste par rapport à ça. Puis aussi, étant donné que ça me passe par l'esprit, je pense que j'ai mis le doigt sur qu'est-ce que je trouve surtout qui fait que la AEW, c'est plus intéressant à suivre, c'est que, tu sais, tantôt, là, vous disiez, bon, mettons, à SmackDown, on a remis Roman Reigns comme champion, tu sais, qui d'autre pourrait, à part Biggie, pourrait comme le challenger? Puis là, on avait de la difficulté à trouver quelqu'un d'autre qui avait le potentiel d'être un vrai champion dans ce roster-là, alors que tu regardes AEW, du début à la fin du gala, tout le monde est quand même présenté comme étant une vraie grosse vedette potentielle. Ils sont vraiment bons, à la fois dans le discours des commentateurs ou juste dans les performances dans le match pour nous faire accepter que chaque lutteur était à 2-3 victoires de distance d'être dans le main event. Et ça, je trouve ça le fun parce qu'ils ont vraiment une capacité à créer des nouvelles vedettes, chose que la WWE a de la difficulté à faire depuis longtemps. Ça m'amène à vous poser une question. Orange Cassidy vient de battre Chris Jericho pour la 2e fois dans un Mimosa Manhattan match que j'ai trouvé divertissant. Mais la vraie question se pose, là, parce que c'est ça que Jericho essayait de faire, c'est ça qu'il a dit pré-fête, on le crée comme étant un main event star. Est-ce qu'Orange Cassidy est réellement un main event star ou ça va toujours rester principalement un comedy act, quelque chose que, oui, on l'aime quand il est poussé, mais est-ce que Orange Cassidy est réellement un main event star selon vous? Moi, je pense pas qu'il faut qu'il soit parce que déjà, là, dans cette rivalité-là avec Chris Jericho, là, qui ressortait beaucoup, là, notamment dans le petit vidéo package de pré-match, c'est comme, là, on commence à voir ce côté-là de Orange Cassidy qu'on ne connaissait pas. D'habitude, il est bien cool, mais là, il commence à être plus intense et agressif. Mais ça brise son personnage. En fait, idéalement, il ne faudrait pas qu'on le voit se battre beaucoup. Puis il faudrait que la plupart de ces matchs, ça soit des matchs vraiment slot style, là, où il ne sort pas de gros moves. Là, il se fait comme une affaire à mener dans le match, mais sinon, c'est du comedy wrestling pour que
une fois de temps en temps, 2 fois par année, mettons, là, ils sortent un match plus spectaculaire, comme il avait fait, mettons, avec Pac, là, il y a comme une couple de mois. Ça, je trouvais que c'est un bon équilibre, mais là, tu vois, c'est plate. Je commence à trouver qu'on le voit trop, Orange Cassidy, puis que sa gimmick est une des meilleures gimmicks de la lutte présentement, est en train de perdre de son intérêt parce qu'on le voit trop. Stéphane? Ouais. C'est un peu la même direction. C'est que Cassidy, sa force, c'était les petites apparitions. Tu avais 2 minutes par show, mais c'était assez pour faire popper tout le monde. Et là, pendant le dernier mois et demi, il était en grosse rivalité intense avec Jericho. Je suis surpris que Jericho ait pris la défaite parce que je pensais qu'il aurait pu juste l'utiliser pour redescendre Cassidy au niveau de sidekick un peu. Parce que là, après, tu fais quoi avec Orange Cassidy? Tu peux pas l'envoyer d'impact à Moxley. Il peut continuer contre le Inner Circle, mais éventuellement, tu te retrouves avec ce problème-là. C'est que plus tu l'exposes, moins il est spécial. Puis moins il est spécial après ça, sans dire une fatigue, parce que le gars est divertissant. Ce qui fait, c'est le fun, l'évolution du personnage, mais tu t'éloignes de plus en plus de ce qui faisait qu'Orange Cassidy était intéressant. C'était l'espèce de non-action perpétuelle qu'il faisait. Tandis que là, il sort d'un combat où il a été l'agresseur quasiment tout le long. Donc, tu sais, c'est correct qu'il le fasse, mais après, il faut que tu sois assez intelligent pour soit revenir à ce que tu avais avant, ou le prendre une distance, ou le faire manger une solide volée pour rebalancer ça dans l'autre sens. Parce que là, tu vas te retrouver avec le piège que ça peut pas être un babyface intouchable. Là. Ça lui prend des nuances en Orange Cassidy parce que tu vas te peinturer dans un coin avec ça. Je veux juste ajouter un petit détail, par exemple. Le match en tant que tel était correct, mais tu sais, quand c'est un gimmick match comme ça, là, avec des piscines de mimosa, il y a comme une limite quand même à ce que tu peux faire de vraiment bonne lutte. Sauf que je ne peux pas faire autrement que m'imaginer le moment où ils ont eu le flash de comme « Hey, toi, ta gimmick, c'est le jus d'orange, moi, c'est le bubbly. On mélange ça, ça fait du mimosa. Ouais. » Hey, sur papier, c'est la meilleure idée de gimmick match que j'ai vu depuis longtemps. En réalité, bon, c'était pas si excitant que ça. C'était correct. Là. C'était niaiseux, c'est ça. Mais bravo quand même à l'inventivité. Puis je serais quand même pas surpris que l'idée vienne de Jericho. Là. Ça faisait comme 100% le genre de concept qui vient de lui. Donc, bravo à ce lutteur d'exception. Le Demo God sait ce qu'on veut. Ouais, Chris Jericho est une légende et il n'y a personne qui réussit à se réinventer comme lui puis à continuer d'innover. Ce gars-là est hallucinant. Messieurs, notre retour va s'être passé beaucoup mieux que celui de Matt Sydal. Je suis plus athlétique que ce gars-là. Quand même, bon, je serais peut-être pas allé là. Aïe. Écoutez, on va pas s'excuser pour la longue absence parce que je pense qu'on en avait besoin, mais vous nous avez écrit, on vous a pas nécessairement répondu, mais là, on revient tranquillement. On voulait repartir plus vite, c'est pour ça qu'on vous avait un peu hypé à SummerSlam, mais là, c'est compliqué à repartir la machine, tout ça, là, dans les... c'est pour ça que là, c'est juste c'est un podcast Zoom bien straight, là, mais tranquillement, on va améliorer tout ça. On espère que vous avez passé quand même un bel été. Je me permets de faire 2 petites plugs pour d'autres podcasts, parce qu'il y en a qui sont bons, il y en a beaucoup qui sont de la merde, mais il y en a qui sont bons. Je vous invite à écouter La Prise de l'Ours, le nouveau podcast de Matt Angel, qui fait avec 2 autres lutteurs du Saguenay. Super intéressant. Puis le podcast de La Troisième Corde de Tania Beaumont aussi, qui touche à des sujets super intéressants dans le monde de la lutte. Donc, allez les écouter. Ils méritent entièrement d'avoir votre attention. La Troisième Corde, selon ce que j'ai compris, on est plus dans le long form entrevue. Oui, avec les lutteurs du Québec. Là, donc, c'est plus local. Puis Tania connaît sa lutte. Là, elle écrit là-dessus depuis une couple d'années. Fait que l'approche est vraiment intéressante. Puis, regarde, ça aurait été une des choses positives de notre absence. Ça aura rappelé aux gens à quel point les fans de lutte ont besoin de podcasts de lutte. Donc, il y en a plein d'autres qui sont apparus. Alors, félicitations à tout le monde qui se lance dans des projets comme ça. On n'est pas dans une perspective de vouloir systématiquement écraser la compétition. Là, c'est moi qui parle, peut-être parce que je suis fondamentalement gentil, mais ce qu'on veut, c'est que les gens aiment la lutte. Mais eux autres, on les nommera pas. Bon, OK. Mais donc, c'est ça. Alors, félicitations à tout le monde qui a des projets comme ça. On vous encourage bien fort. Puis, je sais pas, je sais pas comment finir tout ça. Là, avez-vous une plug de culture à faire en fin de show, messieurs? Si un de
de mes défis, pas de mes défis, mais de mes projets de confinement, étant donné que, tu sais, habituellement, l'essentiel de mes heures de TV, c'était regarder de la lutte. Là, j'ai comme déconnecté complètement. Donc, ça a ouvert un monde de possibilités. Je vous encourage à faire ça si vous vous demandez quoi écouter. Je suis un gars qui aime les, tu sais, les listes, là, puis genre des espèces de projets de longue haleine. Et là, je suis allé avec ma blonde chercher la liste des films cotés 1 par Mediafilm. Tu sais, quand vous lisiez le TV Hebdo, là, jadis, vous comme sur, sur la description d'un film à TV, entre parenthèses, à côté du titre, il va avoir comme sa cote. Si c'est 7, c'est comme les pires films de boîte de jamais fait, mais si c'est 1, c'est des chefs-d'œuvre. Et il y en a environ 130, 140 des films qui sont cotés 1 par Mediafilm. Et là, au rythme de 1 par semaine, on se fait nos mercredis cotés 1. Donc là, on est rendu peut-être à une quinzaine de films de cette liste-là à écouter. Alors, ça fait de l'éducation, on voit les chefs-d'œuvre. Et donc, je vous encourage à faire ça si vous êtes tanné de regarder toujours les mêmes films cotés 6. Là, maintenant, là, écoute, là, cherchez de la culture un peu là, et allez voir vos classiques. Un gars éduqué, on aime tout ça, rien qu'un peu. Dans ça, tu sais, je veux dire, dans ça, il y a Fargo aussi, c'est le plus récent côté 1 des films. Puis là, je me suis dit, ouais, on va écouter la série sur Fargo, c'est excellent aussi. Donc, écoute, plein de bonnes choses à la TV. Là, ça va être juste de trouver un équilibre entre la lutte et d'autres choses. Et là, je pense que les bases sont bonnes pour mes prochains mois. Stéphane, as-tu quelque chose à rajouter? Non, essentiellement, moi, ma culture, ça va être de trouver quoi faire avec des pommes en fin de semaine. Qu'est-ce qu'on cuisine avec des pommes? La crostade, mon gros loser. La crostade. Boy. Hey, mais merci tout le monde d'avoir été là. On ne sait pas. Présentement, on est un peu dans le néant. On ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas le rythme auquel on va revenir. Mais on est revenu. Là. On va continuer à. On ne sait juste pas dans quel format, dans quel contexte, à quelle fréquence. Mais continuez de suivre la page Facebook. Puis on va vous donner des updates. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez passé un bel été, un beau confinement. Là, le retour à l'école, ça, c'est merveilleux. On est donc content de se débarrasser de nos enfants. Puis, passer on se voit bientôt. On n'a pas besoin de dire un bel automne. On va se revoir plein de fois à l'automne. Ciao tout le monde. Salut. Ah, gender.